Le premier intérêt du parc de la Amistad est d'avoir freiné une déforestation annoncée. Grâce à la coopération entre les gardes forestiers du Panama et du Costa Rica. Nous choisissons certains endroits à l'intérieur du parc, côté Costa Rica et côté Panama, et nous effectuons des repérages de 5, 6, voire 7 jours dans des endroits stratégiques où nous savons qu'il y a des chasseurs, des déboisements ou des cultures illégales. Ces patrouilles ont leurs limites. Au Panama, les cultures continuent d'avancer et de ronger la forêt. Parfois, au détriment d'Indiens qui vivent là depuis toujours, comme le peuple Nassau, dont la vie sur le fleuve est menacée par la construction d'un barrage destiné à alimenter la région en électricité. Pour les Nassau, le fleuve représente beaucoup de choses. C'est leur autoroute, leur moyen de locomotion. Aucune autre route ne relie les 12 communautés entre elles. C'est aussi leur source de nourriture, l'endroit où ils se lavent et où ils lavent leur linge. Si les Nassau venaient à perdre ce fleuve à cause du développement hydroélectrique, ils risqueraient aussi de perdre leur mode de vie. Seul espoir pour le peuple Nassau et la forêt, la proximité de ce barrage avec le parc de la Amistad inquiète l'UNESCO, au point de mettre en garde le Panama. L'UNESCO dit que si le développement hydroélectrique continue dans le parc, tel que le prévoient les programmes actuels, alors le site ne fera plus partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'intérêt d'un parc de la paix. Placer cette forêt et cette rivière sous surveillance internationale. Leur donner une valeur écologique qui freine un peu certains appétits économiques. Contrairement au Panama, le Costa Rica a interdit de construire ou de cultiver à l'intérieur de sa forêt dès la création du parc. Une décision qu'il a fallu faire accepter aux agriculteurs de la région. Les relations entre les deux pays étaient tendues entre 1982 et 1987 à cause du braconnage et d'actes de vandalisme dans la réserve protégée. Mais peu à peu, grâce à des actions communes, cette situation a commencé à changer, notamment grâce à nos programmes de gestion communautaire, de recherche scientifique, d'éducation environnementale, qui sont désormais pensés avec l'ensemble des groupes situés dans la zone tampon. Le Panama et le Costa Rica ont mené des programmes pour encourager les agriculteurs vivant aux portes du parc à cultiver du café organique, qui coupe moins d'arbres et utilise moins d'eau. Un message totalement intégré par les nouvelles générations. Nous avons travaillé avec plusieurs producteurs pour qu'ils n'utilisent plus de produits chimiques, ou les plus sains possibles, ceux qui portent une étiquette verte et qui ne polluent pas. L'eau de cette zone provient d'une source à 1,5 km de là. Nous faisons donc en sorte de la protéger. Le parc a contribué à protéger un habitat essentiel. Et plus encore, il a permis de prendre conscience de l'importance des biosphères, en particulier chez les jeunes. Dans la vallée du silence, on est en contact profond avec la nature. Être dans ces endroits tranquilles, c'est presque comme si la forêt était à nous. Le parc n'appartient à personne, mais on l'aime et on le protège comme si c'était le nôtre. Je crois qu'il y a de l'espoir car il se dessine une vraie fierté d'être écologiste. Et cette fierté est liée au fait que le Panama et le Costa Rica abritent ensemble un site classé,
important pour l'écologie. S'il est vrai que le changement climatique ou les problèmes transfrontaliers peuvent entraîner des guerres, il est aussi vrai que les parcs naturels peuvent créer des amitiés, assurer la paix et empêcher les conflits entre pays voisins. L'intérêt d'un parc de la paix est de pousser là où on l'attend le moins. Des optimistes y songent au Moyen-Orient. Pour l'imaginer, il faut quitter les images que l'on connaît déjà. Celles de Jérusalem et de son mur ancestral, séparant la partie juive de la partie musulmane. Cette barrière installée au pied du mur pour séparer les hommes des femmes venus prier. Il faut quitter le fameux mur séparant les colonies israéliennes des territoires palestiniens. S'éloigner de ce cavalier contemplant cette cicatrice depuis un champ d'oliviers sur les hauteurs de Bethléem. Il faut sortir de ce trajet étouffant que s'imposent les colons israéliens par peur des attentats et de leurs voisins. Il faut se rendre à 150 km au nord de Jérusalem, au-dessus d'un îlot où le Yarmouk rejoint le Jourdain, et qui pourrait donner naissance à un futur parc de la paix, le parc du Jourdain. Sa rive est est en Jordanie, sa rive ouest en Israël. La frontière entre les deux pays passe très exactement au milieu du fleuve, gardé côté israélien par une barrière électrique. Fait surprenant pour cette région, des civils peuvent l'ouvrir pour s'approcher de l'autre rive, surveillés tous les 7 km par des miradors jordaniens. Ce lieu est très spécial. C'est l'un des deux endroits où l'on peut ouvrir le portail et la clôture électrique pour entrer et s'approcher au plus près du Jourdain. Cela ne peut se faire à aucun autre endroit, à cause de la clôture électrique qui longe le fleuve jusqu'à la mer Morte. Le portail jaune a été construit par l'armée israélienne pour nous protéger. Mais nous pouvons très facilement leur téléphoner pour prévenir que nous avons des visiteurs à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'était impossible il y a encore quelques années. Ces touristes, principalement israéliens, viennent au plus près de la frontière pour admirer ces pierres chargées d'histoire. Comme ce pont, construit par les Romains au IIe siècle après Jésus-Christ. Ou ce vieux caravansérail, servant d'étape aux marchandises et aux caravanes ottomanes au XIVe siècle. Ou encore ce train bombardé en 1948, lorsque deux armées arabes, irakiennes et jordaniennes, ont voulu envahir la jeune nation israélienne. Stoppé net, il n'a plus roulé depuis. Tout le monde traversait ici. Les caravanes et leurs marchandises, les troupes, les armées qui ont construit le pont, les trains. Ici, les gens allaient d'un côté à l'autre jusqu'en 1948. Depuis 1948, plus personne ne passe. Peut-être dans le futur. C'est dans cet espoir que Nirit accueille les touristes
et veille sur ce lieu unique. Elle a grandi dans un kibboutz voisin, en charge du site, qui a restauré ces pierres endormies avec l'aide du département des antiquités israéliennes. Situé juste en face du parc, le kibboutz de Gesher est l'une de ces communautés utopistes fondées en 1939 dans un esprit de partage. Plusieurs des familles qui vivent ici descendent de migrants ayant échappé au pogrom et au camp nazi. Certaines ont combattu l'armée jordanienne en 1948. Elles vivent désormais de l'agriculture, du recyclage ou du tourisme lié au parc. Je suis la troisième génération au kibbutz de Gesher. Gesher signifie pont. C'est nous, nous sommes le pont. Peut-être que c'est d'ici que tout repartira. Peut-être qu'à l'avenir, cet endroit sera de nouveau ouvert. En Jordanie, nous appelons cet endroit Jisr al-Majam, la région aux nombreux ponts. Lorsque nous serons prêts, lorsque les choses seront plus développées, nous pourrons coopérer et l'appeler le Parc de la paix du Nord-Jourdain. C'est en rêvant à cette idée de parc commun que des écologistes de l'organisation EcoPeace travaillent ensemble pour convaincre leurs décideurs de part et d'autre de la frontière. Plus personne ne se moque de nous aujourd'hui. Ils écoutent, ils critiquent, ils s'interrogent. Quand je dis « ils », je parle des gouvernements au plus haut niveau. Mais tout le monde est à l'écoute. Et c'est bien mieux que lorsqu'on nous riait au nez. Ça montre qu'on a déjà progressé. Ce qui rend ce projet réalisable, c'est que nous sommes une organisation régionale. Nous sommes en Jordanie, en Palestine, en Israël, sous la même appellation. Quoi que je fasse en Jordanie, c'est aussi dans l'intérêt des peuples israéliens et palestiniens. Je suis venu en Israël avec un rêve. Vivre au sein d'une communauté qui partage des idéaux et bien d'autres choses. Aujourd'hui, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Mais c'est pas grave, parce qu'il se passe tout de même de bonnes choses. Et il y a encore des personnes qui souhaitent que ces bonnes choses arrivent. Cette lueur d'espoir voulue par des écologistes des deux rives n'aurait pas été possible sans un peu de bonne volonté politique. Tout a commencé par ce traité de paix signé en 1994 entre Israël et la Jordanie, entre Yitzhak Rabin et le roi Hussein. C'est une paix dans la dignité, une paix dans la conviction. C'est notre cadeau à nos peuples et aux générations à venir. C'est grâce à ce traité qu'on a pu sanctuariser ces parcelles de terre de part et d'autre du Jourdain. Celle de la porte de Gesher, mais aussi d'autres hectares situés plus bas, le long du fleuve. Comme cette île de la paix, jouxtant les décombres d'une centrale électrique, elle aussi à l'arrêt depuis 1948. Ici aussi, des visiteurs viennent se promener en famille. Parfois pour le seul plaisir de franchir des barrières militaires, pour respirer l'air d'une trêve fragile, sous les yeux des miradors israéliens et jordaniens, en pensant parfois au drame survenu un après-midi de 1997. Quelques années après la signature du traité de paix, il s'est produit ici une tragédie que nous ne devons pas oublier. 7 filles ont été tuées alors qu'elles visitaient l'île de la paix par un soldat jordanien qui était en colère contre l'accord de paix, mais qui était aussi mentalement déséquilibré. Cette tragédie ayant endeuillé 7 familles israéliennes aurait pu tout compromettre.
si le roi Hussein de Jordanie n'avait pas immédiatement réagi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le roi Hussein s'est rendu en Israël pour rencontrer les familles de ses filles assassinées. C'était une démarche très émouvante et très touchante de sa part. Il s'est excusé à genoux devant chacune de ses familles pour leur demander pardon. Bien que l'espoir d'une paix au Moyen-Orient se soit éloigné depuis, Israël et la Jordanie n'ont cessé de se parler dans l'intérêt de la vallée du Jourdain. Our dream is to see this valley become the valley of peace. Fleuve sacré, le Jourdain sépare peut-être les deux pays sur le papier, mais il les rapproche quand il s'agit de sauver ce patrimoine commun menacé par la pollution et l'usage intensif. Ces dernières années, le Jourdain est devenu triste. Comme vous le voyez, l'eau n'y coule pratiquement plus et le niveau est bas. Et bien sûr, c'est parce que nous utilisons l'eau à d'autres fins, nous et nos voisins. Il est aujourd'hui dangereux de se baigner dans le Jourdain, à cause des industries israéliennes, syriennes ou jordaniennes qui y déversent leurs eaux usées, quand elles ne détournent pas le fleuve pour leur usage privé. C'est en coopérant pour y remédier que des écologistes ont imaginé ce parc de la paix. 98% de l'eau est déviée. Nos études sur le Jourdain nous ont menés à ce magnifique endroit. À cet endroit où le Yarmouk rejoint le Jourdain, où Israël et la Jordanie sont partenaires au sein de cet écosystème si particulier. De l'amélioration du Jourdain dépend l'avenir économique des deux pays. Israël rêve d'attirer plus de touristes religieux voulant se baptiser dans le fleuve. La Jordanie de convertir sa rive militarisée en lieu touristique pour observer les 500 millions d'oiseaux migrateurs qui passent ici chaque année. Cet endroit pourrait devenir un paradis pour les amateurs d'oiseaux du monde entier, pas seulement de la région. Cela pourrait créer plus de 200 emplois pour les gens de la vallée et nous savons à quel point les gens ici sont pauvres. Cet enthousiasme est partagé par les élus des deux rives, le président de la région de la vallée du Jourdain et le maire jordanien de Mouad Ben Jabal. Un tel projet touristique dans la région de Bakoura aura de nombreux effets bénéfiques pour les fils de la région. C'est un atout formidable pour toute la région et le bien-être de ses habitants. S'il y a un intérêt commun, alors il y aura coopération. Pour les Jordaniens et les Israéliens qui habitent des deux côtés du Jourdain, le fleuve est justement ce point de rencontre qui permet la coopération entre les deux peuples. Dans les faits, à ce jour, rien de concret n'a été réalisé. Mais peut-être que l'obstacle, c'est le contexte de la région. La condition pour la réalisation du parc est de trouver un terrain d'entente entre le gouvernement israélien et jordanien. La circulation des deux côtés de la frontière est possible. Il existe des infrastructures. Tout est là. Tous les promoteurs du parc du Jourdain sont d'accord sur ce point. L'entente qui les unit au niveau local ne peut avancer sans un règlement national du conflit israélo-palestinien. Mais ce jour-là, rien n'interdit de penser qu'un véritable parc de la paix unira Israël à ses voisins arabes, comme un pont où les trains se remettront à rouler. Le parc de la paix du Nord Jourdain est un véritable rêve.
mais un rêve qui peut devenir une réalité. Ce n'est pas un rêve hors de portée, nous avons simplement besoin de bonne volonté. Ce parc ouvrira des perspectives pour la coopération et la rencontre entre les peuples. Ce sera grand, un symbole, la preuve de l'évolution pacifiste de la région. Il y a toujours eu une sorte d'avant-garde visionnaire. Des rêves se sont réalisés. Je tire mon optimisme de l'histoire. C'est ce qui me donne la force de croire que c'est possible. La nature ne peut pas faire le travail des hommes. Il faut d'abord que les armes se taisent pour se parler de parc de la paix. Mais le fait d'y songer crée des liens concrets qui montrent l'après, à condition de voir loin. N'importe quel processus de paix exige des leaders. On peut défendre l'économie et l'écologie, mais ce dont on a besoin, c'est d'une vision politique capable de dire des deux côtés de la frontière, nous voulons défendre ce projet car nous pensons qu'il en vaut la peine à long terme. Les conflits du monde doivent être résolus en premier lieu grâce à la diplomatie, si c'est possible. Mais pour cela, il faut avoir beaucoup de volonté, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité et accomplir un énorme travail, car il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. C'est ce chemin modeste que nous indiquent les parcs de la paix, y compris dans des régions où le défi semble impossible. Des utopistes un peu fous rêvent de voir un parc de la paix sur cette frontière séparant la Corée du Sud de la Corée du Nord, l'une des pires dictatures au monde. Une bande verte d'une richesse écologique exceptionnelle que des ONG proposent d'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Un jour peut-être. Pour le moment, seuls les oiseaux peuvent se jouer des frontières et s'élancer vers un avenir où la beauté du monde réconciliera les hommes.